C'est ce conflit-là qu'on a qualifié de guerre froide. Comment est née cette rivalité? Comment elle se manifeste? Et comment elle a abouti? 3 questions. Comment elle est née? Chacun de nous doit avoir présent à l'esprit les raisons qui ont entraîné le divorce entre Américains et Soviétiques. Quand je dis divorce, ça veut dire qu'il y a un mariage. Et le mariage a eu lieu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, Américains et Soviétiques étaient alliés contre l'ennemi. L'ennemi commun, c'est l'Italie. C'est puissance de l'Axe. On s'allie contre quelqu'un sans avoir forcément les mêmes idéologies, sans avoir même forcément la même façon de diriger le monde, parce qu'ils ont la prétention aussi de diriger le monde. Les Américains ont la prétention de conduire le monde, les Soviétiques ont la prétention de conduire le monde. De conduire le monde sur les bases d'idéologies différentes. Ici, moi, je vais prôner, pour les Américains, vont prôner le capitalisme, le libéralisme, vous l'avez vu depuis la classe de première. Les Soviétiques vont essayer de conduire l'humanité sur les bases socialistes, sur les bases communistes. Donc déjà, c'est une alliance en réalité de circonstances. C'est une alliance, c'est un mariage forcé, pour venir un peu dans le langage courant, pour que la chose soit un peu accessible aux uns et aux autres. Parce qu'en réalité, il ne faut pas aller trop dans l'académie. Nous sommes dans les lycées. C'est un mariage forcé, et dans un mariage forcé, le petit geste du conjoint peut entraîner une frustration de la mariée. Et ça s'est joué pendant la Seconde Guerre mondiale. On est alliés contre l'Axe, mais dans cette alliance-là, certains actes des Soviétiques peuvent être mal jugés par les Américains, et certains actes des Américains peuvent être mal jugés par les Soviétiques. Je l'ai toujours dit, dans ce monde, nous sommes en train d'imiter le système bipolaire dans nos vies courantes. Très souvent, da ngay romb nit ki xëy na gisoo ko nga romb ko rek mu ne la ah tey diw romb na ma nuyu ma sax xaw ma daw diw lan la dégg si man. Vous allez me pardonner avec mon wolof saccadé, mon wolof très bizarre, malheureusement. Voilà. Diw romb na ma. Sungalu est en train de rire. Diw romb na ma, diw xawma lu ma ko def, mais tey moom romb na ma nuyu ma xëy naa diw xelam nekkul ci yow. Waaw loolu mën na nekk. Voilà léeg-léeg sax nuyu la yow yéegoo ko, parce qu'en réalité peut-être que tu as une dent contre diw. Et en fait c'est exactement la même chose entre Américains et Soviétiques. Les Américains, ils ont une dent contre les Soviétiques et les Soviétiques ont une dent contre les Américains. Et c'est de bonne guerre. Et vous l'avez vu avec la révolution industrielle, avec l'avènement du capitalisme et plus tard l'avènement du socialisme, et surtout Karl Marx, qui est l'élément perturbateur dans le système monde et qui a théorisé un peu un système économique qui est diamétralement opposé au capitalisme. Qu'est-ce que prône Marx? C'est un peu la révolution, c'est la dictature, et qui menace le monde capitaliste. Et du coup, l'URSS qui s'est accaparé de cette idéologie marxiste et qui a proclamé l'Union des républiques socialistes et soviétiques à partir de 1922, alors cette Union soviétique est vue comme Marx au regard américain. Donc la méfiance, elle est là. Même pendant la période de l'Alliance, la méfiance est là. Mais comme dans toute rivalité, comme dans tout élan vers un conflit, il y aura toujours l'élément déclencheur. Il y a des prémices, des éléments qui vont conduire à l'éclatement. Il y en a énormément. Pendant le conflit, vous êtes au courant des assises entre les deux grands,
entre les deux grands, j'ai mis de côté la Grande-Bretagne. Parce qu'en réalité, à cette époque-là, elle n'est pas une grande puissance. L'Allemagne l'a affaiblie. La Grande-Bretagne ne fait pas le poids devant les États-Unis. La Grande-Bretagne ne fait pas le poids devant l'URSS. Et même l'URSS ne fait pas le poids face aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, l'URSS peut se mesurer des États-Unis à cette époque. Donc, les assises entre les deux grands, des différentes conférences, nous n'avons pas trop insisté là-dessus. Jusqu'à Potsdam, il y a eu des ententes, mais il y a eu ceci des accords. Et autour des ententes, on va essayer de voir qu'est-ce qui a respecté ces accords et qu'est-ce qui ne l'a pas respecté. Et donc, du coup, dans les origines, vous aurez forcément la question du respect des accords. Et surtout les accords de Yalta. C'est une conférence décisive et que certains historiens la considèrent comme étant la conférence qui a divisé le monde, mais qui est un peu véritablement une maladresse de la part de certains historiens. Ce n'est pas une manière de se partager le monde, c'était une manière véritablement, comme les autres conférences, de non seulement décider donc du sort du monde, et donc véritablement cela. Et cette conférence, notamment surtout la déclaration sur l'Europe libérée, c'est une déclaration essentielle que l'élève doit essayer donc de comprendre. C'est quoi une déclaration sur l'Europe libérée? C'est quoi, qu'est-ce que les Américains appellent le non-respect de cela? Et qu'est-ce que les Soviétiques appellent le non-respect de cela de la part des Américains? Parce qu'en réalité, il ne faut pas essayer d'être un juge en histoire. L'historien, il n'est pas un procureur de la République. Un historien est celui qui interprète, et celui qui analyse, et celui qui relate les faits avec le maximum d'objectivité et d'impartialité. Si les Américains accusent les Soviétiques aussi ont le droit d'accuser les Américains. Et chacun a des arguments pour accuser l'autre. Si je n'ai pas respecté les élections dans les pays libérés, mais est-ce que j'ai respecté les accords sur Berlin? Sur l'Allemagne. Est-ce qu'à l'Allemagne, il a été question de réunification des zones? Point d'interrogation à Yalta. Est-ce qu'à Yalta, il a été question, bien entendu, donc, de la monnaie unique? Point d'interrogation. L'on accuse souvent les Soviétiques parce que nous avons une conception, une analyse occidentale des relations Est-Ouest. Et souvent, on est lancé, on est amené inconsciemment ou consciemment dans cette analyse occidentale des choses. Bien, les causes sont énormes. Nous n'allons pas trop insister là-dessus. Mais ce qui est sûr, l'élément déclencheur, ça peut être pour certains le discours de Fulton, ça peut être pour d'autres les deux doctrines qui sont nées à la même date en 1947. Je fais allusion à la doctrine Truman et je fais allusion à la doctrine Gironov. 1947, c'est 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'on peut dire qu'à partir de ce moment, le divorce est scellé entre Américains et Soviétiques. Et je vous demande de préparer vos questions parce que si vous n'avez pas de questions, moi j'aurai beaucoup de questions à vous poser. C'est sûr et certain. Parce que l'histoire c'est aussi cela. Ce n'est pas un monologue, ça ne doit pas être un dialogue, ça doit être un échange. Et je pense qu'il y a déjà des éléments qui sont là, on ne doit pas les perturber. Ici, il s'agit de lever les équivoques, les confusions, les incompréhensions que nous avons eu à rencontrer dans les classes, que ce soit au niveau des professeurs ou au niveau des élèves. C'est ça le but. Ce que l'on fait comme ça, c'est une manière de rafraîchir les mémoires. La rupture est scellée, il faut alors aller à des alliances. Comme pendant la Première Guerre mondiale, il y a un certain nombre de facteurs qui ont concouru à l'éclatement de la Première Guerre mondiale à partir de 1914,
comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un certain nombre de facteurs qui ont concouru à l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale à partir de 1939. Il en est de même pour la guerre froide. Il y a un certain nombre de facteurs qui ont concouru à la rupture de la Grande Alliance en 1947. Et à chaque fois que véritablement il y a rupture, alors il y a formation de blocs. Mais ce qu'il faudra retenir ici, quand on parle de formation de blocs, c'est qu'il y a un ensemble qui est là et qui est dirigé par une grande puissance. Et que derrière cette grande puissance, il y a aussi des États. Ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui va se passer pendant la guerre froide. Pendant la Première Guerre mondiale, derrière les puissances centraux, il y a un certain nombre de pays. Derrière les puissances de l'autre côté, l'entente, il y a un certain nombre de pays. Pendant la Deuxième Guerre, derrière les grandes principales puissances de l'Axe, il y a un certain nombre de pays. Et derrière les grandes puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale, il y a un certain nombre de pays. Et dans le cadre de la rivalité entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest, alors il faudra se soucier de la sécurité du bloc. Il faudra également se soucier du fonctionnement du bloc. Il faudra aussi se soucier de l'entretien du bloc. Parce qu'en réalité, pour que véritablement le bloc puisse fonctionner, il faut que le bloc soit sécurisé du point de vue économique. Il faut qu'il y ait une sécurité économique, il faut qu'il y ait une sécurité militaire et il faut qu'il y ait véritablement une même orientation politique dans le bloc. Et c'est ce que les deux grands vont tâcher de faire au niveau de leur bloc. L'URSS va se tâcher à ça et les États-Unis vont véritablement s'activer pour ça. Nous n'allons pas aussi trop entrer dans les détails et vous les maîtrisez mieux que nous, le bloc de l'Ouest. Vous aurez ici l'OTAN et le bloc de l'Est, vous aurez le pacte de Varsovie. Il s'agit d'alliances qui sont chargées de la sécurité des blocs. Vous aurez dans le clan de l'Ouest l'Organisation européenne de coopération économique et vous aurez dans le bloc de l'Est le KM, Conseil d'assistance économique mutuelle. Ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'il ne faut pas penser qu'en réalité, la création de ces blocs-là, ce n'est pas de façon immédiate, et c'était progressif, et c'est lié à des contextes. Et c'est peut-être quand on vous demande des contextes, ça va être ces éléments-là. Le contexte de la création de l'OTAN est différent du contexte de la création du pacte de Varsovie. Le contexte de la création de l'OTAN, qui verra le jour dans le Pacifique, est différent du contexte de la création de l'OTAN. Deux organisations qui se trouvent dans le même bloc, mais qui ne sont pas nées dans la même période et qui ont des contextes différents. Si la création de l'OTAN est motivée par le coup de Prague, nous y reviendrons dans les crises. Si elle est aussi motivée par le blocus de Berlin, il en est autrement pour l'OTAN. Il en est autrement pour l'ANSUS et il en est autrement pour le pacte de Bagdad, qui sont tous dans le bloc de l'Ouest. La création de KM, c'est le répondant de l'Organisation européenne de coopération. Le pacte de Varsovie, c'est le répondant de l'OTAN, mais à une période véritablement qui va correspondre à la création de l'OTAN et du pacte de Varsovie, de Bagdad. Je parle du pacte de Varsovie, bloc de l'Est. Après donc la formation de ces blocs, il y a lieu véritablement donc de signaler un peu les principaux points chauds. Quand dans un conflit les camps se forment, il faut aller vers l'affrontement, c'est normal. Ici, et nous l'avons signalé, ce n'est pas un affrontement direct entre Américains et Soviétiques. Même si de façon directe, le capitalisme et le communisme sont entrés en collision, même si de façon directe, la culture occidentale américaine est entrée en contact direct avec la civilisation incarnée par l'URSS, là c'est direct, mais du point de vue militaire et du point de vue armé, les deux se sont toujours abstenus d'entrer en collision directe.
Nous allons revenir pour les affrontements directs. Formation des blocs, point chaud. Il y a énormément de points chauds. Pendant ce conflit de la guerre froide, c'est de 1947, la mise en place des blocs, jusqu'au début des années 50, 1953 précisément, il y a eu un certain nombre de crises qui opposaient indirectement Américains et Soviétiques. Il y en a beaucoup. Très souvent, on met l'accent sur le blocus de Berlin, le coup de Prague, la guerre de Corée et la question des nationalistes et des communistes en Chine, la question de l'Indochine et pourquoi pas même la guerre civile en Grèce. Pourquoi on s'est arrêté en 1953? Parce que vous allez me dire qu'il y a d'autres crises que je n'ai pas citées. Il y aura d'autres crises qui vont venir, mais ces crises-là viennent à un moment précis. On peut séquencer les relations à partir de 1947 jusqu'à 1953. Si on a essayé de décliner un peu les raisons de la rupture, les causes de la guerre froide, c'est avant la rupture. Il faut chercher les éléments qui ont entraîné la rupture, 1947. Donc, en cherchant ces éléments-là, on recule jusqu'à pendant la Seconde Guerre mondiale, ou bien avant même la Seconde Guerre mondiale, ça dépend. Si vous êtes capable de démontrer cela jusqu'à la rupture, tant mieux. Mais ce qui est sûr et certain, la rupture est intervenue en 1947. De 1947 jusqu'à 1953, il y a eu un certain nombre d'affrontements indirects entre les deux grands. Il y a beaucoup de crises ici, des crises qui se déroulent dans des pays et qui véritablement, au niveau de ces pays-là, c'est des oppositions qui sont soutenues par les deux grands. C'est le cas en Grèce, c'est le cas au niveau du coup de Prague, la Tchécoslovaquie, soutenue depuis très longtemps par les Occidentaux, par les pays d'Europe de l'Ouest, qui véritablement verra une résistance communiste qui va essayer donc de ravir la vedette aux démocrates tchèques. Il en est aussi de même du blocus de Berlin. Tout le monde sait les raisons pour lesquelles donc véritablement le blocus a éclaté. 1948. Staline ne s'est pas décidé un beau jour pour bloquer les accès. Il y a des raisons qui l'ont poussé véritablement à bloquer le passage aux Occidentaux. L'élève doit être à mesure de l'expliquer, ce qu'on appelle véritablement le tenant. Le blocus, comment il s'est déroulé, l'élève doit être à mesure de l'expliquer. Et c'est le lieu pour certains qui ne l'ont pas bien compris de préparer des questions pour cela. Et le blocus a abouti à quoi à partir de 1942? C'est la fin du blocus. Et quel est le résultat du blocus? Il y a tension. Le principal résultat, c'est l'apaisement de la tension. Ça, c'est valable pour toutes les tensions. La répercussion première de la Première Guerre mondiale, c'est la fin de la tension. La conséquence immédiate de la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin des hostilités. Maintenant, il y a cette ligne. La conséquence immédiate du blocus, c'est la fin de la tension, la levée du blocus. Donc, fin des tensions. L'Iquignon après, aussi c'est des répercussions parce que blocus vous amoulez, il ne peut pas y avoir la division de l'Allemagne en deux s'il n'y avait pas le blocus. Mais le blocus aussi ne peut pas avoir lieu sans le partage de l'Allemagne. Tenant, déroulement, conséquences. Le fait historique, il est toujours comme ça. Quand vous parvenez à cerner cela, vous n'aurez pas de problème en histoire. Et souvent, on va essayer de vous guider dans le cadre des évaluations, de toujours dégager le contexte historique en analysant deux événements datés. Si vous suivez bien la logique de la consigne, c'est une manière de vous amener à évoquer les tenants du fait étudié dans le texte. Qu'est-ce qui l'a entraîné? Après le blocus de Berlin, nous allons faire un choix. Et choix est toujours exclusif quand on fait un choix. Blocus, première principale crise. Coup de Prague, nous l'avons survolé. Guerre civile en Grèce, ça fait aussi partie des tensions, des rivalités et des oppositions indirectes entre Américains et Soviétiques. Nous allons maintenant en Asie.
C'est la Chine, ce fera l'objet de survol. C'est aussi l'Indochine, ce sera l'objet de survol dans le cas des décolonisations. Et c'est également la Corée. Corée, nous allons nous arrêter là-bas. Pourquoi? Parce que Corée aussi est en partie liée aux accords signés pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit à Yalta ou à Potsdam. Si vous vous souvenez bien, à Yalta, les décisions étaient un peu liées véritablement à l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon. Les Occidentaux savaient que l'Allemagne allait être battue. La paix allait revenir en Europe. Mais là-bas, il n'y a pas encore de paix. Et le paradoxe en est que les Américains ont poussé les Soviétiques à entrer en guerre contre le Japon, mais en même temps, ils ont précipité la fin de la guerre dans cette partie du monde, en lançant l'arme atomique contre le Japon et l'URSS. C'est comme si tu m'as invité à t'assister, et en fin de compte, tu me dis, je n'ai plus besoin de ton aide. C'est l'analyse que j'en fais. La conférence de Yalta, c'est février 1945. N'est-ce pas? La conférence de Potsdam, c'est juillet 1945. Vous demandez à l'URSS de venir nous aider contre le Japon. Oups. Vous bombardez l'ennemi. C'est comme si vous avez dit, Modio, viens m'aider. Et en fin de compte, quand tu viens au niveau de cette table-là, je ne te donne pas le micro. Je vous mets le micro. Mais malheureusement, c'était quelque chose qui a été déjà fait. Et l'URSS ne partira pas bredouille. L'URSS aussi aspirera à des territoires dans cette partie du monde. D'autant plus qu'en 1944, Staline et Tchétchène avaient déjà parlé des zones d'influence. Puisque ce sont eux qui le taxaient de dictateur. Un dictateur, on ne joue pas avec lui. Une promesse reste une promesse. Bien, Corée 50-53, c'est la Corée du Nord contre la Corée du Sud, bien sûr, avec le soutien des deux grands, vous le connaissez très bien. S'il y a des équivoques, ce sera l'objet des questions. Après ces crises majeures qui véritablement se terminent avec notamment la fin de ces conflits, s'ouvre alors dans les relations entre les deux une période qui est appelée coexistence pacifique. Coexister pacifiquement. J'ai dit aux élèves, il y a de ces termes-là, tu vas te les approprier, t'approprier. Coexister. Je coexiste. Nous coexistons. Nous existons ensemble. Mais de façon pacifique. C'est en rapport à la période précédente. La période précédente, c'est une période de tension. Donc, il y a une coexistence non pacifique durant la période précédente. Nous ne voulons pas répéter cette même période. Nous voulons une période où la paix va régner. Qui l'a dit? Ça vient du bloc de l'Est. Et le pourquoi on l'a dit. En histoire, rien n'est gratuit. Un fait a eu lieu, le pourquoi du fait. Même si M. Silla dit que vous aurez le baccalauréat à tous d'office avec la mention, s'il le dit, il doit s'appuyer sur quelque chose. Maintenant, warul wax qui n'est pas bakkan, hein, loolu laa bëgg a wax. Ci warul wax ci bakkanam, voilà. Waruma wax ci bakkan bi, hein. Voilà, c'est bon, merci beaucoup. Voilà, voilà, c'est le mot. Voilà, ça va banner, hein? Voilà, je ne l'ai pas dit parce que véritablement ça me plaît de le dire. Si je le dis, parce que véritablement je dois m'appuyer sur quelque chose. Lui aussi, quand véritablement il a parlé de coexistence pacifique, je parle de
Khrouchtchev, c'est parce que véritablement quelque chose a obligé à parler de coexistence pacifique. Et si les deux acceptent de faire la coexistence pacifique, c'est parce qu'il y a des facteurs qui les ont poussés à faire la coexistence pacifique, à observer la coexistence pacifique. L'élève doit connaître cela. Parce que, en histoire, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas clair, c'est toujours ce qu'on va vous demander. D'accord? Vous cernez les raisons qui ont poussé à cette coexistence pacifique. L'histoire est toujours manifestation. L'histoire est toujours tenant. L'histoire est toujours manifestation et l'histoire est toujours aboutissement. Dimension bobu, dama ci insister toujours. Parce que dimension yo, beaucoup maîtriser, tu n'as pas de problème en histoire. Toujours tenant. Qu'est-ce qui a entraîné le discours du 20e congrès du Pékin de Nikita Khrouchtchev en 1956 et qui lui a obligé de prononcer la coexistence pacifique? Est-ce que Staline l'a fait? Point d'interrogation. Est-ce que Truman l'a fait? Point d'interrogation. Truman et Staline ont cessé de se rencontrer depuis Potsdam. Souvenez-vous bien. Il y a depuis Potsdam 45 jusqu'en 1900, jusqu'à la mort de Staline, 53, si je ne m'abuse pas, il n'y a jamais eu de rencontre entre Staline et Truman. Et l'absence de rencontre, ce qui veut dire absence de dialogue entre les deux grands, signifie toujours tension latente, même si elle n'est pas manifeste. Dama koy jël exemple rek sa mag mu ngi Dakar nga gëj koo dégg mu gëj laa dégg ngay toog woo ko woowu la bu yàggee da ngay sikk bu yàggee dina sikk ah sama booy bi moom gëj naa ko dégg lool est-ce que déggul dara ci man waaye xawma lu ci nekk xawma ci lu mu nekk. Et vous voyez un peu, moo tax il faut toujours entretenir le dialogue. L'absence de dialogue entre les deux protagonistes actuels dans la question palestinienne est une des raisons de l'escalade de la violence dans la région. Je fais une digression. L'absence de dialogue. L'absence de dialogue dans nos établissements peut entraîner des tensions. Moo tax le dirigeant, il doit être toujours ouvert. Mody Diop, délégué de la terminale L2D, Mody Diop, il faut toujours dialoguer avec les Ousseynou, les Soungalou, les Mariama, les Fatou Sow, etc. Et c'est valable pour toutes les classes. Et c'est valable pour tout le lycée aussi. Échanger, vous êtes des élèves, c'est l'échange. Et vous voyez, vos grands frères, ils ont donné l'exemple. Bien qu'ils soient à l'université, ils ont toujours maintenu ce dialogue-là. C'est ce dialogue-là qui les a amenés ici, pour vous informer, pour vous préparer, pour que vous ayez des arguments nécessaires pour affronter l'université. C'est important. Je tiens beaucoup à cela, parce que l'histoire aussi de ces relations, c'est aussi une histoire de chacun. Chacun doit y tirer des leçons pour sa vie. Pour sa vie. Ouais. Coexistence pacifique qui se manifeste et coexistence pacifique malheureusement qui n'a pas abouti à la fin de la rivalité entre les deux grands. Pourquoi? Parce que la tension va revenir. Tel pendant la première période, 47-53, la tension revient à la fin de la coexistence pacifique. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas mis la deuxième crise de Berlin aux principaux points chauds que nous avons évoqués. Parce que exactement, la deuxième crise de Berlin, même si c'est un prolongement de la première crise, cette deuxième crise a éclaté à la fin de la coexistence pacifique avec la construction du mur de Berlin. Le pourquoi de cela aussi,
Si vous remontez dans le temps, c'est lié à la division de l'Allemagne. Si vous cherchez la cause immédiate, c'est lié à l'immigration. Il y a toujours une cause lointaine. Le contexte lointain. Il y a toujours la conséquence immédiate et il y a toujours la conséquence à long terme en histoire. Contexte lointain, on va toujours, dans le cas des évaluations, vous donner une fourchette. Qu'il est maï, il va élargir la fourchette. Qu'il est maï, koko de la maï, koko de la dimbale, pour avoir beaucoup d'éléments pour répondre à la question. Mais ko xamantene da ngott comme monsieur Silla ngott koku dalay yemale manam dalay gattal da koy gattal man dama nay nak voilà donc bu gatte bu goudé rek il y a énormément d'éléments. Il va te mettre 45 en analysant deux événements de 1945 à 1961. 61, c'est la construction du mur de Berlin. 45, c'est la division de l'Allemagne. Il ne peut pas y avoir mur de Berlin sans la division de l'Allemagne. Ou bien, il ne peut pas y avoir mur de Berlin sans le blocus pour cette planète. Voilà. Il ne peut pas y avoir mur de Berlin sans l'immigration. Immigration pour cette planète. C'est à partir de 1958 qu'on a constaté qu'il y a une forte immigration. Donc, vous voyez, beaucoup de la maille, mais quand on est d'abord dans le 58, madame, lui-même maille de tout. De la même manière, blocus de Berlin, mur de Berlin, bimu amé ba paré, bimu paré, la portée historique. À court terme, immédiatement, qu'est-ce qui en suit? Je vous ai toujours dit, après une tension, la conséquence immédiate, c'est la baisse de la tension. Parce que quoi qu'il en soit, la construction aussi du mur est une tension. Et Kennedy l'a montré dans son discours à Berlin. Ich bin ein Berliner. Je suis un Berlinois. Après la crise du mur de Berlin, c'est la fameuse crise des fusées de Cuba. Nous sommes en 1962. Nous n'allons pas aussi très entrer dans les détails. Ce sera l'objet des échanges. C'est une crise qui peut être un peu, qui est souvent comparée à la crise de Corée, dans la mesure où la tension était très vive et certains mettent l'accent sur les deux crises majeures, bien entendu, parce que là, il s'agira un peu d'un face à face. Et quand on parle de guerre par procuration, de guerre indirecte entre Américains et Soviétiques, parce qu'en réalité, au niveau de Cuba, on allait frôler un affrontement direct. Mais ça a été véritablement évité in extremis. Et là aussi, ça me rappelle, ça nous amène des leçons que nous devons tirer nous autres. Parce que l'histoire est toujours là. Il y a toujours des leçons d'histoire. C'est les humains qui ne tirent pas profit de ces leçons d'histoire. Si l'URSS a reculé, je pense que c'est pour la survie de l'humanité. Si l'URSS a reculé, c'est pour la survie de l'humanité. Ce n'est pas au contraire une faiblesse de l'URSS, comme certains peuvent le prétendre. Moi, je ne suis pas d'avis. Et même si ce sont les accusations que les alliés de l'URSS ont fait de l'URSS, parce qu'il s'agit d'une rivalité, aucune puissance ne doit céder à l'autre. De ta force devient, donc de ta détermination à tenir tête à l'autre, vient ta force. Mais quand tu faiblis, tu ne deviens plus une puissance. Et quand tu ne deviens plus une puissance, tu ne peux pas alors maintenir la sécurité dans ton camp. Et c'est cela qui va conduire immédiatement, donc véritablement à la période suivante, c'est-à-dire la période de la détente. 1962 jusqu'à 1975. Donc on peut même aller jusqu'à 79. Ça dépend. Les historiens n'ont même pas la même approche des choses. Deux historiens ne s'accordent jamais sur une chose parce que chacun dit toujours qu'il a raison. C'est le malheur des historiens.
pourvu que vous ayez des arguments pour étayer ce que vous dites. Voilà. 75, 62, 75, période de détente. Détente, je dirais, c'est un peu la matérialisation de la coexistence pacifique. Détente dégel. C'est la baisse des tensions. Baisse des tensions ne veut pas dire fin des tensions. Il faut que ça soit clair. Même pendant la période de la coexistence pacifique, il y a eu des tensions très vives, des crises qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Je vais parler donc de la révolution hongroise. Je veux faire allusion à la crise du canal de Suez, 56. Et pendant cette période aussi de la coexistence pacifique, battait son plein le processus de décolonisation dans le tiers-monde, que ce soit en Asie ou en Afrique du Nord, et même en Afrique noire. 1956, ne perdez pas de vue, la Gold Coast était déjà engagée dans la lutte pour l'indépendance. 1954, les Indo-Chinois étaient dans la lutte pour mettre fin à la domination française à travers la défaite de Dien Bien Phu. 1955, c'est la fameuse conférence de Bandung, etc. Voilà, donc vous voyez un peu, il y a eu des tensions, mais des tensions qui sont minimes par rapport à la période précédente. Cette période aussi de détente, c'est une période d'apaisement par rapport à la période qui l'a précédée. Cette période courte, caractérisée par la crise du mur de Berlin, caractérisée par la crise des fusées de Cuba, c'est une période de tension. Et de ces tensions naît la période de la détente. Donc, pour faire simple, la première cause de cette détente, ça peut être ces tensions qui l'ont précédée. Comme la première cause de la coexistence pacifique peut être les crises qui l'ont précédée. De Grèce jusqu'à Corée. Parce que si Américains et Soviétiques ne se sont pas affrontés indirectement pour mesurer leur poids, alors ils n'allaient pas observer une coexistence pacifique. Certes, ce n'est pas le seul facteur, il y en a beaucoup. Vous êtes au courant de ça. Donc, on ne peut pas alors observer aussi la détente s'il n'y avait pas ces deux crises-là qui l'ont précédée. Et surtout la crise de Cuba. Il faut désescalader. Il faut taire les tensions. Et là, il faut qu'il y ait des gens qui doivent incarner cette désescalade de la tension. Si Staline et Truman ne l'ont pas fait, Khrouchtchev et Eisenhower l'ont fait. Si Kennedy et Khrouchtchev ne l'ont pas fait, mais bien entendu, Nixon et Brezhnev vont le faire dans le cadre de la détente. Effectivement, et vous voyez que déjà les éléments de réponse aux facteurs sont en train de ressortir. Et bien entendu, si le monopole nucléaire américain était en faveur véritablement de la toute-puissance américaine dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le fait que l'URSS ait brisé ce monopole-là, c'est aussi un des paramètres qui entrent donc dans la coexistence pacifique. Je fais toujours une extrapolation entre la coexistence et la détente. Parce qu'en réalité, c'est deux périodes qui peuvent être comparées. Dans la mesure où c'est partout la baisse de la tension. Dans la mesure où ce sont presque les mêmes facteurs qui peuvent les expliquer, à des périodes différentes, bien entendu. Bien, donc nous avons une baisse de la tension qui est liée à des facteurs que chacun doit essayer de comprendre. Les tensions, ici, c'est aussi la fissuration des blocs, nous n'allons pas trop mettre l'accent sur ça. Ici, c'est l'affirmation du non-alignement. Là-bas, c'est la conférence de Bandung. Là-bas, c'est la contestation. Ici, c'est la fissuration. Là-bas, c'est l'équilibre de la terreur. Ici également, c'est l'équilibre de la terreur. À chaque fois qu'il y a course aux armements, vous voyez ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran. Il s'agit véritablement donc de se mesurer. Et on est en train de faire des démonstrations pour essayer donc véritablement de dissuader l'autre
de montrer un peu sa supériorité militaire et technologique, etc. C'était peut-être véritablement donc le cas pendant aussi la guerre froide, dans le cadre de la conquête de l'espace, dans le cadre de la course aux armements, dans le cadre donc des affrontements indirects, etc. Une coexistence, une détente qui est aussi matérialisée sur le plan, donc à travers des accords, à travers donc des relations qui se renouent entre Américains et Soviétiques, à travers bien entendu d'autres éléments, les accords sur l'armement. Vous aurez des questions à poser à ce niveau, nous n'allons pas trop monopoliser. Et après cette période aussi de détente, la situation va se détériorer aussi, à la faveur de la guerre fraîche. Le pourquoi de la guerre fraîche? Quand on parle de la guerre fraîche, c'est le retour de la tension. Le retour de la tension avec Corée, avec mur de Berlin et fusée de Cuba. Le retour de la tension à partir donc de la fin des années 70, avec la crise des euromissiles. Vous ne pouvez pas signer des accords de limitation des armes, accord SALT II en 72, et qu'à partir de cette date-là, vous voyez que véritablement l'autre développe des armes beaucoup plus sophistiquées que les armes qu'elle avait déjà. C'est inadmissible. C'est comme si on n'a pas respecté les clauses de l'accord SALT. Vous ne pouvez pas signer les traités de non-prolifération alors que véritablement on se dote davantage d'armes beaucoup plus sophistiquées. Vous ne pouvez pas signer des accords de paix alors que véritablement vous voyez l'autre agresser un autre pays. Cela veut dire que les accords qu'on a signés avant, c'est des accords qui ne sont pas respectés. Et le non-respect aussi de ces accords-là conduit véritablement à ce retour de la tension. Un retour de la tension qui est favorable à l'URSS. C'est aussi la période au cours de laquelle beaucoup de pays africains et d'Asie ont accédé à l'indépendance. Le Sénégal a accédé à l'indépendance depuis 1960. La Guinée de chez nous, d'à côté de chez nous, a accédé à l'indépendance depuis 1958. La Gold Coast depuis 1957. Donc cette tension-là ne sera pas trop palpable au niveau de ces territoires-là. C'est surtout au niveau des colonies qui restent. Au niveau de ces colonies que nous allons voir la manifestation de ce retour de la tension qui correspond à la période de la guerre fraîche. C'est ce que vous allez voir dans le cadre de la décolonisation en Angola, et c'est ce que vous allez voir aussi dans le cadre de la décolonisation au niveau de la Guinée-Bissau. Après ce retour de la tension qui correspond à la guerre fraîche, c'est aussi une autre période qui va s'ouvrir et qui correspond à la détente. Nous n'allons pas trop monopoliser parce que c'est un dialogue, c'est des échanges. Et nous avons tiré une leçon de ce qui s'est passé hier. Les questions étaient beaucoup plus pertinentes que nous ne l'avons pas véritablement. Nous allons peut-être laisser beaucoup de latitude. Peut-être que hier, on était un peu pris par le temps. C'est la raison pour laquelle il faut rafraîchir un peu les mémoires pour permettre à chacun véritablement de lever ses équivoques et de poser des questions là où il a des problèmes. C'est l'objet. La période qui suit cette guerre fraîche, c'est une période qu'on appelle la nouvelle détente. Détente, coexistence. Détente, détente proprement parlée. Détente, nouvelle détente. Nouvelle détente, c'est au milieu des années 80. Nous sommes presque à la fin de la bipolarisation. Le contexte de l'essoufflement. Guerre bouyagé, yen ñeppay sonn. Guerre froide de Fayag. 47 à 85, c'est pas 4 ans, c'est pas 5 ans. Et une guerre nécessite des financements. Et une guerre nécessite des mobilisations. Et une guerre nécessite véritablement des nerfs solides. Il ne faut jamais souhaiter une guerre. Même si elle est très loin de chez toi, ne la souhaitons pas. Et cette guerre-là, bien sûr, qui va vers sa fin, a vu un certain essoufflement des deux grands. Dans la mesure où, derrière ces deux grands-là, l'unité n'était pas de mise. L'unité n'était pas de mise.
il n'y a pas une unité dans le bloc de l'Est. Autour de l'URSS, il n'y a pas une unité. Et la rupture est intervenue depuis très longtemps avec la Chine. Il n'y a pas une unité au sein du bloc de l'Ouest. La rupture est intervenue là-bas aussi depuis très longtemps. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Et vous avez des arguments pour cela. La France est une illustration ici dans le bloc de l'Ouest et la Chine est une illustration dans le bloc de l'Est. À cela, il faut ajouter la Tchécoslovaquie dans le bloc de l'Est avec le printemps de Prague qu'il ne faut pas confondre avec le coup de Prague. Deux événements qui ont eu lieu au même lieu, mais à des époques différentes. Coup de Prague, printemps de Prague. Vous pouvez ajouter dans le cas occidental, donc le cas par exemple du Japon. D'accord? Donc cette période de nouvelle détente va s'acheminer et va prendre fin, bien sûr, avec la fin de la bipolarisation. Il y a des raisons qui ont conduit à cela, notamment l'avènement. Et toujours, il y a l'avènement des leaders à la tête. Il y a toujours, dans la politique de ces deux grands, le changement de leader perpétuel et qui peut amener de l'apaisement dans les relations Est-Ouest. C'est important et ça a toujours eu lieu. Après Staline et Truman, il y a Eisenhower et Khrouchtchev. Après Eisenhower et Khrouchtchev, il y a Brezhnev et Nixon, pour ne citer que les principaux. Hein. Après Nixon et l'autre, il y aura Reagan d'abord et Brezhnev, et après il y aura Reagan et Gorbatchev, etc. Donc à chaque fois qu'il y a cela, il y a forcément un changement de politique extérieure des deux grands. Soit c'est une politique qui est durcie ou bien une politique qui est apaisée, donc du leader qui va hériter donc du pouvoir au niveau de ces deux grands. D'accord? Donc cette dimension-là aussi n'est pas à négliger. Hein. Bien, après cette question, bien entendu, de la guerre froide, nous n'allons pas monopoliser parce que c'est une guerre très longue, même si elle n'est pas tout à fait froide. Nous allons essayer de, voilà, donc d'amorcer la deuxième question, ensuite la dernière. Hein. La deuxième, ce sera la Chine, que nous allons survoler. Et la troisième partie, ce sera les décolonisations. C'est le moment pour vous donc de préparer des questions. Hein, et le dialogue pour que ça soit un peu très enrichissant. Hein. Voilà, merci. Vos applaudissements pour M. Sylla. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diom. Merci beaucoup. Un survol très clair et net. Je pense que moi, j'ai toujours souhaité que la Chine arrive chaque année au baccalauréat. Parce que le processus de décolonisation est aussi une des résultantes de la Seconde Guerre mondiale. Votre attention, s'il vous plaît. De même que la guerre froide est la résultante de la Seconde Guerre mondiale, l'installation des communistes à la tête de la Chine est la résultante de la Seconde Guerre mondiale, même si ce n'est pas le seul facteur. La question palestinienne est aussi la résultante de la Seconde Guerre mondiale. J'y reviendrai. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est l'élément central du XXe siècle. Il n'y a pas de doute. Et les historiens se sont accordés sur ça. Dans le cas de la décolonisation, il ne faut pas essayer de comprendre que la guerre froide s'est effectuée sans rapport avec le processus de décolonisation. Si vous comprenez cela, les choses, vous n'allez jamais vous en sortir. Au même moment où se déroule la bipolarisation, au même moment se déroule le processus de décolonisation. Au même moment commence la question palestinienne. Au même moment commence la révolution chinoise. La seconde, bien entendu. La première étant de 1911. Bien, décolonisation, privatif, décolonisation. Donc, colonisation. La période coloniale, c'est la période qui a précédé le XXe siècle. Nous l'avons tout à l'heure évoqué. 19e siècle, c'est la période de l'impérialisme, c'est la période de la colonisation, c'est la période de la toute-puissance de l'Europe. Ce n'est pas pour rien que je l'ai évoqué. La toute-puissance de l'Europe est matérialisée par la domination européenne sur la scène internationale. Où que vous allez, en Amérique, en Asie ou en Asie, c'est l'Europe qui domine.
C'est l'Europe avec ses territoires. Malheureusement, cette Europe-là s'est fait piéger. Et elle est tombée dans son propre piège. Le premier piège, c'est le premier conflit mondial. Quand vous êtes puissant et que vous dominez le monde et que vous véhiculez vos valeurs dans le monde, vous devrez toujours vous méfier des détails. Et vous devrez toujours éviter ce qui pourra fragiliser votre autorité. Malheureusement, l'Europe n'a pas pu éviter cela. Imaginez sans la Première Guerre mondiale. Imaginez sans la Seconde Guerre mondiale. Imaginez un peu véritablement la domination européenne. Je ne pensais pas qu'elle allait être perturbée par qui que ce soit. Parce que cette domination a duré depuis la traite négrière jusqu'à l'impérialisme. C'est l'Europe qui domine. Et cette domination n'a pas été remise en cause. La remise en cause de cette domination commence au moment où l'Europe est entrée dans ces conflits. Premier conflit d'abord, deuxième conflit. L'Europe ne pouvait plus contrôler les peuples qu'elle domine. C'est impossible. Parce que ces peuples-là ont payé de leur sang et de leur vie pour l'intégrité et pour l'indépendance et pour le retour de la paix en Europe. Il n'est pas question qu'ils continuent à être véritablement sous domination européenne. L'Europe aussi véritablement a formé ces mêmes peuples. Les historiens nous disent qu'en réalité, la colonisation est le principal facteur de la décolonisation. Et ils ont tout dit. Si vous comprenez qu'est-ce que c'est que la colonisation, vous allez comprendre comment elle a donné naissance à la décolonisation. Parce que ce qui a été la revendication des Américains dans la lutte contre la Grande-Bretagne pour leur indépendance en 1776, ce qui va devenir les revendications des hommes de Toussaint Louverture, avec la révolte des esclaves à Saint-Domingo en 1797, ce sera les mêmes revendications que les nationalistes vont utiliser contre le pouvoir colonial à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que Gandhi a utilisé contre les Britanniques, et c'est ce que Ho Chi Minh a utilisé contre les Français, et c'est exactement ce que les nationalistes algériens de tous bords, que ce soit Ferhat Abbas, Messali Hadj, et jusqu'aux radicaux des Ben Bella, ont revendiqué contre les Français. Et c'est exactement ce que nous autres Sénégalais ont brandi contre le pouvoir colonial français. Depuis le temps, bien entendu, donc de nos ancêtres, les Blaise, les Galandou, jusqu'à Senghor, Momodi Dia et autres, etc. Donc vous allez comprendre cela, qu'on ne peut pas parler de décolonisation sans la colonisation. Donc le facteur principal, ce facteur principal va être boosté par des facteurs qui vont naître à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un contexte qui est favorable. Il y a ces revendications pour l'indépendance que la colonisation a jeté les bases, mais qui vont être consolidées à la faveur du contexte de l'après-guerre. Contexte de l'après-guerre, oui, qui a vu le déclin de l'Europe et la montée en puissance des deux grands, bien qu'engagés dans la bipolarisation. Deux grands aussi sont engagés dans la lutte pour l'indépendance, bien entendu avec des intérêts. Oui, le contexte de la Seconde Guerre mondiale, marqué par l'ONU, qui ne fait pas bonne presse actuellement dans le monde, mais quoi qu'il en soit, qui a fait de son mieux pour que les peuples colonisés puissent accéder à l'indépendance. Et des exemples fuisent. Contexte de l'après-guerre aussi, marqué bien entendu par la lutte sans merci ou encore le radicalisme des mouvements nationalistes. Quand je parle de radicalisme, ce n'est pas toujours orienté à la guerre. On peut être radical sans opter pour la guerre. Oui, et ça nous amène à la dimension de l'analyse du processus de décolonisation en tant que tel. C'est lié à quoi?
les premières indépendances latino-américaines et nord-américaines sont différentes des indépendances de l'après-guerre. Donc le facteur principal de l'indépendance de l'après-guerre, c'est le facteur Seconde Guerre mondiale. Sans oublier l'élément précédent, la colonisation, avec tout ce qu'elle entraîne. L'autre facteur, c'est les deux grands. Ces facteurs ne se trouvent pas dans les colonies et on les différencie en facteurs internes et en facteurs externes. L'élève doit savoir qu'est-ce qu'un facteur externe et qu'est-ce qu'un facteur interne. Interne par rapport à la colonie. Si on prend l'ensemble des colonies asiatiques et africaines, tout ce qui se passe à l'intérieur de ces colonies constitue des facteurs internes. Mais tout ce qui se passe en dehors de ces colonies asiatiques et africaines sont des facteurs externes. C'est un peu même compliqué parce que la Deuxième Guerre mondiale, certes, elle n'a pas pour point focal l'Afrique ou l'Asie. Dire qu'elle n'a pas pour point focal l'Asie, c'est un peu trop dit parce que l'Asie aussi a été le foyer de la Seconde Guerre mondiale. Mais au regard de ce qu'elle met en rapport, les puissances non colonisées, mais des puissances qui ont colonisé, en ce sens-là, on la qualifie comme étant un facteur externe. Et même l'ONU, c'est problématique. Là, c'est une autre dimension qui peut aussi être évitée au niveau des élèves. Ce dont on vous évalue, c'est en termes de facteurs internes et de facteurs externes. Ça va faire la différence entre les deux. Maintenant, même en termes de facteurs internes, l'élève doit savoir qu'est-ce qui est interne au Sénégal et qu'est-ce qui est externe au Sénégal. Dans le cadre de la décolonisation du Sénégal, il y a des facteurs propres au Sénégal, qui se déroulent au Sénégal et qui ont motivé la marche vers l'indépendance du Sénégal. Ça, c'est interne au Sénégal. Mais tout ce qui se passe en dehors du Sénégal, c'est des facteurs externes. L'indépendance de la Guinée-Conakry 1958 est un facteur externe de l'indépendance du Sénégal 1960. Parce que ça se passe en dehors du Sénégal. Bien, décolonisation, beaucoup de définitions peuvent s'imposer. Moi, la définition que je dis toujours aux élèves, c'est la fin de la colonisation. D. Privatif. Colonisation. Fin. La fin de la colonisation. Comment prend fin cette décolonisation? C'est là où vous allez évoquer les facteurs. Comment se déroule ce processus de décolonisation? C'est à la lumière des différentes colonies. Comment elle se déroule en Inde? La manière dont elle se déroule en Inde, est-ce que c'est la même manière véritablement qu'elle a revêtue au niveau de l'Indochine? Est-ce que c'est la même manière véritablement dont le processus s'est déroulé en Algérie? Est-ce que c'est de la même manière véritablement au Sénégal, etc., etc. Si vous parvenez à faire cette différenciation, alors ça vous amène aux formes de décolonisation. Les Indiens n'ont pas obtenu leur indépendance de la même manière que les Indo-Chinois. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit d'une guerre contre le pouvoir colonial. Et pourquoi il s'agit d'une guerre contre le pouvoir colonial? Est-ce que cette guerre a été provoquée par le pouvoir colonial? Ou bien est-ce que c'est les nationalismes qui l'ont précipité? Point d'interrogation, énormément de questions. La décolonisation de l'Inde ne s'est pas faite par les armes. Cette décolonisation a été pacifique. Si elle a été pacifique, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié aux Indiens? Ou bien est-ce que c'est lié à la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est lié aux deux? Point d'interrogation. La décolonisation du Sénégal est pacifique, oui. Mais est-ce que c'est le même type de décolonisation qu'en Inde, où elle a aussi été pacifique? Point d'interrogation. La décolonisation de l'Algérie est violente, oui. Mais est-ce que donc le caractère violent de la décolonisation de l'Algérie est comparable exactement à la décolonisation de l'Indochine? Même dans le cas des décolonisations pacifiques, il y a toujours des ressemblances et des différences que l'élève doit avoir présent à l'esprit. Même dans le cas des décolonisations violentes, il y a toujours des ressemblances et des différences.
Nous, on a obtenu notre indépendance de façon pacifique. Mais la manière pacifique à laquelle on a accédé à l'indépendance, est-ce que c'est la même manière à laquelle l'autre a accédé à l'indépendance de façon pacifique? Point d'interrogation. Voilà, donc vous voyez un peu les formes, l'élève doit essayer de le comprendre. Le niveau donc des exemples, nous avons signalé le camp de l'Inde. Nous n'allons pas entrer dans les détails. C'est une décolonisation pacifique qui est menée de bout en bout par véritablement donc une campagne de désobéissance civile prônée par des nationalistes qui n'ont pas opté pour autant pour la guerre. Bien sûr que la métropole a parfois provoqué pour enfoncer les nationalistes dans une rivalité guerrière. Et c'est là où se trouve la différence. La décolonisation de l'Indochine a été violente. Le pourquoi? Parce que véritablement, les Indochinois ont pris des armes contre les Français. Et pourquoi les Indochinois ont pris les armes contre les Français? Et pourquoi les Français n'ont pas fait la même chose que les Britanniques en Inde? Point d'interrogation. Ça, ce sont des éléments qui sont toujours soumis aux élèves. C'est différent de toujours ce que vous allez écrire dans les cahiers. J'ai dit aux élèves, si vous parvenez à maîtriser ces éléments-là, vous n'aurez même pas besoin de vos cahiers. Après les deux, nous allons vers la question palestinienne. Je pense qu'il y a un débat énorme que les élèves attendent à ce niveau-là. Nous allons survoler, parce que ce qui est important ici, c'est les échanges. Lever les équivoques, lever les zones d'ombre, essayer véritablement de montrer aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes à quelques jours du Pâques. Nous ne sommes pas là pour perturber ce qui est déjà fixé, ce qui est déjà ancré. Il faut les maintenir. Ce qui est ancré en classe, M. Silla ne dira rien de plus ce qui a été dit en classe. Il s'agit de rafraîchir les mémoires et de lever ce qui n'a pas été compris en classe. Question palestinienne qui est aussi étroitement liée à la Seconde Guerre mondiale, parce que justement c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que cette question-là est revenue de façon pressante sur la scène internationale. On ne va pas remonter jusqu'aux temps anciens, parce qu'effectivement, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il faudra trouver coûte que coûte un État aux Juifs. De cette compassion est née la résolution 181, 1947. De cette résolution 181 naît l'État d'Israël, 48. 48, Boti Diamanobi, il n'y a jamais eu de paix dans la région. Guerre, toujours guerre entre Israël et des voisins arabes. Les guerres que vous maîtrisez mieux que M. Silla. Ah ouais. On ne peut pas l'ignorer. Modio est prêt à en découvrir avec l'ONU. Hein? Guerre jusqu'à nos jours, dans la mesure où cette guerre encore refait surface. Le pourquoi des tensions permanentes dans la région, l'élève doit être en mesure de l'expliquer. Est-ce que c'est seulement lié à l'ONU? Point d'interrogation. Est-ce que les belligérants de la région ne sont pas en partie responsables de la situation de tension ou de l'escalade de la tension dans la région? Point d'interrogation. Est-ce que les acteurs extérieurs de la région ne sont pas responsables de l'escalade de la région de la tension dans la région? Point d'interrogation. Et qu'est-ce que les acteurs de la région ont fait pour que la paix existe dans la région? Qu'est-ce que l'ONU a fait? Qu'est-ce que les acteurs extérieurs? Qu'est-ce que les belligérants ont fait? Certes, il y a eu des élans qui ont été lancés pour une paix. Et ces élans, vous les connaissez. Après les cycles de guerre entre Israël et Arabes, commence alors un cycle de négociation.